Boy, they say kids never come by unless they need something. Dad, I need your help. I'll get my coat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et quel film, j'ai envie de vous dire, je l'attendais beaucoup. The Tomorrow War avec Chris Pratt qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime et ça fait plaisir. C'est un film qui devait sortir initialement au cinéma, il a été racheté par Amazon Prime et c'est un vrai blockbuster de science-fiction avec les moyens de ses ambitions. Des films comme ça proposés sur les plateformes de SVOD, il y en a de temps à autre, mais celui-là c'est vraiment un des meilleurs. Cette critique sera pour l'immense majorité de la critique positive avec quelques petits points négatifs en fin de vidéo. Il n'y aura pas de spoiler narratif en dehors de la bande-annonce. Je considère que la bande-annonce c'est pas du spoiler. Donc si vous avez vu le film ou si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester pour regarder la vidéo, il n'y a aucun problème. Comme d'habitude, synopsis, casting, point fort, point faible, et en fin de vidéo, je vous dirai les films auxquels ça m'a fait penser, les références cinématographiques. Et tout de suite, sans générique pour une fois, on rentre direct dans le synopsis. Nous sommes en 2021, Chris Pratt, père de famille, professeur de lycée, scientifique, ex-militaire, est avec sa femme et sa fille devant un match à la télévision. Il voit des humains du futur, comme toute l'humanité. Tout le monde voit des humains du futur débarquer pour les avertir qu'ils sont en train de perdre une guerre qui aura lieu 30 ans plus tard en 2051, guerre menée par des créatures aliens qui ont décimé l'humanité et ils ont donc besoin des humains du présent pour mener cette guerre dans le futur. Tous les humains vont être réquisitionnés par les différents pays pour être soit volontaires, soit d'office, désignés d'office, envoyés dans le futur. Chris Pratt va être l'un d'entre eux. Il va accompagner une brillante scientifique pour mener le combat, pour trouver une solution, pour empêcher l'extinction de l'humanité. Et il sera aussi aidé par son père, joué par J.K. Simmons. Voilà pour le synopsis, je n'en dirai pas plus. Passons maintenant au casting. Casting détaillé avec, on va commencer par le réalisateur Chris McKay. Chris McKay, si ça vous dit quelque chose, c'est lui qui a réalisé Lego Batman. Il avait bien marché, c'est peut-être pas le meilleur de la franchise, mais il avait bien marché. En tout cas, Chris McKay, il a déjà officié en tant que scénariste sur d'autres films, et c'est son premier vrai gros blockbuster en live action. Mais c'est surtout le producteur qui va nous intéresser, c'est David Ellison. Et lui, David Ellison, via sa société Skydance, c'est loin d'être un novice en la matière, car il a produit Terminator Genisys, que je n'ai pas détesté, Terminator Dark Fate sur lequel je vais passer très vite, mais aussi Mission Impossible Rogue Nation, le 5, et Mission Impossible Fallout, le 6, ainsi que Jack Reacher 1 et 2, G.I. Joe 2, Snake Eyes qui sortira cet été, World War Z et Top Gun Maverick, alias Top Gun 2. Donc David Ellison, c'est un producteur de talent. Et il est accompagné pour plusieurs de ses films d'un compositeur, Lorne Balfe, qui lui aussi est très talentueux, qui a travaillé à l'école de Hans Zimmer et qui a composé des bandes originales, alors bien sûr de Terminator Genisys, mais aussi 13 Hours, Geostorm, Mission Impossible 6, Bad Boys 3, le récent Songbird ou encore plus récent Black Widow qui sort mercredi prochain. Voilà pour la partie technique. Maintenant, passons aux acteurs-actrices. Chris Pratt, comme je vous le disais, que je ne présente plus, tout comme J.K. Simmons, que je ne présenterai pas, qui joue son père, mais aussi Betty Gilpin, qui joue la femme de Chris Pratt dans le film. Si son visage vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez peut-être vu récemment dans The Hunt, une production de Jason Blum qui était excellent. Et pas seulement, on a d'autres visages connus. Sam Richardson, qui a des rôles comiques, vous avez peut-être pu le voir dans le film avec Jason Bateman qui s'appelle Joyeux Bordel, où il y avait Jennifer Aniston, une très bonne comédie américaine, ou encore Super Intelligence avec Melissa McCarthy, dont vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne. Enfin, le casting est composé aussi de Edwin Hodge, que vous avez pu voir au générique des 3 premiers films The Purge, ainsi que Mayans MC, le spin-off de Sons of Anarchy, et surtout Yvonne Strahovski, que vous connaissez peut-être pour 24 heures chrono, mais surtout pour The Handmaid's Tale. À noter une jeune actrice
Ryan Kiera Armstrong, qui fait la fille de Chris Pratt dans le film, et elle a été choisie pour jouer Charlie dans la prochaine adaptation de Firestarter de Stephen King, rôle qui avait été tenu dans la première version par Drew Barrymore. Voilà pour le casting, et comme je vous disais, Lorne Balfe à la musique. Maintenant, passons à proprement parler à la critique, les points forts. Les points forts, on commence par le charisme de Chris Pratt. Vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, c'est un acteur que j'adore. Ma chaîne s'appelle Ciné-Série Galaxy, en hommage aux Gardiens de la Galaxie, qui est mon Marvel préféré. Les deux films, Les Gardiens de la Galaxie, ce sont mes deux Marvel du MCU préférés. Chris Pratt, j'adore cet acteur. Parks and Recreation, mais aussi tous les autres films dans lesquels il a pu jouer, Passengers, Jurassic World, bref, j'adore cet acteur. Il est charismatique. Il arrive à faire passer des émotions dans le regard. Dans ce film, c'est criant. Il est cool, mais il a aussi un côté sérieux. Et là, son rôle est certes semblable aux autres rôles qu'il a eu, notamment Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, mais en un petit peu plus sérieux quand même. Betty Gilpin, comme je vous disais, que vous avez pu voir dans The Hunt, elle aussi, elle est excellente, même si son rôle là est en retrait, car on ne la voit qu'au début du film. Yvonne Strahovski, elle aussi est charismatique, elle fait passer de l'émotion. C'est une actrice malheureusement sous-exploitée au cinéma. Il faut espérer qu'elle ait une grande carrière au cinéma. Pour l'instant, elle a une très bonne carrière à la télévision. Mais Yvonne Strahovski, elle aussi, est excellente dans le film. J.K. Simmons, bien évidemment. Alors J.K. Simmons, il joue le rôle de... un petit peu semblable à Nick Nolte dans La Chute du Président avec Gerard Butler ou Scott Glenn dans Greenland, c'est-à-dire le père rejeté par son fils, mais au final pas tant rejeté que ça. Le vieux de la vieille qui a toutes les combines. Voilà, le mec qui est quand même un baroudeur, qui est vraiment expérimenté dans son domaine et qui se rend indispensable, dont on a besoin en dernier recours. C'est le rôle joué par J.K. Simmons, je ne rentre pas plus dans les détails. Comme je vous disais, la jeune actrice Ryan Kiera Armstrong, qui joue la fille de Chris Pratt, elle, c'est mon coup de cœur du film. Elle fait passer énormément de tendresse et d'émotion, et je suis certain qu'elle fera une excellente Charlie dans l'adaptation prochaine de Firestarter, nouvelle adaptation du roman de Stephen King. Le film est équilibré entre humour, action, effets spéciaux, émotions, moments épiques, moments de bravoure, et surtout, il ne tombe jamais dans le kitsch ou le ridicule. Ça, c'est une très bonne chose. Les effets spéciaux sont très soignés, tout comme les créatures aliens, tout comme le soin apporté aux fusillades, aux explosions et aux nombreuses scènes d'action du film. Bref, les moments de bravoure sont nombreux, que ce soit avec les personnages principaux ou les personnages secondaires, dont Marilyn Rajskub qui jouait le rôle de Chloé O'Brien dans la série 24 heures chrono. Vous l'aurez peut-être reconnu. Enfin, on a une excellente bande originale signée Lorne Balfe qui peut faire penser à celle de Terminator Genisys, qui était excellente. Les 2h20 du film, on ne les voit pas passer. C'est très rythmé, c'est passionnant de bout en bout. Et si je devais vous parler des références du film, à quoi ça peut faire penser? Bien sûr à Edge of Tomorrow pour le principe du voyage dans le temps, mais pas seulement. Ça peut vous faire penser à Independence Day, le 1, mais aussi le 2, Independence Day Independence Day Resurgence, mais aussi The Thing, la préquelle, Sans un bruit 1 et 2, Alien vs Predator, encore Prometheus ou Alien Covenant. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les scénarios sont calqués. Comme je vous ai dit, c'est du sans spoilers, mais pour chacun de ces films, il y a quelques scènes ou quelques idées qui pourront vous faire penser à ces films-là. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, on a affaire à un vrai film de cinéma qui n'a pas à rougir face aux productions actuelles. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que pour moi, les films qui sont sur plateforme de SVOD ont autant de prestige et de mérite que les blockbusters de cinéma. Et d'ailleurs, je suis très content que ce film sorte sur Amazon Prime plutôt qu'en salle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit les chiffres des films qui sont sortis en salle depuis la réouverture des cinémas, et il y en a d'excellents comme Cruella, mais aussi des films de genre français,
Le Dernier Voyage, Méandre, ou encore des films d'auteurs très beaux comme Nomadland ou The Phaser, quand on voit le beaucoup trop grand nombre de films qui sortent au cinéma et qui au final n'ont pas le succès qu'ils mériteraient, eh bien si The Tomorrow War était sorti au cinéma, il n'aurait pas cartonné car il serait noyé sous un flot de blockbusters comme par exemple Black Widow la semaine prochaine, Fast and Furious 9 la semaine d'après, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, The Suicide Squad, et je ne vous en cite que 4, mais il y en a plus d'une dizaine cet été. Et sans compter les films qu'il va y avoir jusqu'à la fin de l'année. Donc au final, sur Amazon Prime, ça aurait pu sortir sur Netflix, mais sur Amazon Prime, il va avoir une résonance, comment dire ça, une notoriété, une exposition dans le monde entier. Il va être vu des millions de fois et je trouve que c'est une bonne chose. Là, je vous ai vanté tous les points positifs, mais il y a quand même quelques points négatifs qui ne m'ont pas dérangé pour voir le film. C'est les incohérences. Oui, il y a beaucoup d'incohérences, à commencer par le voyage dans le temps, mais bien souvent, le voyage dans le temps entraîne des paradoxes temporels au niveau du scénario, ça n'est jamais très clair, c'est bien souvent confus, on ne nous explique pas le b.a.-ba, et c'est le cas dans ce film. Le voyage dans le temps n'est qu'un moyen de nous amener directement au cœur de l'action sans qu'on nous explique comment ça marche. Certes, certains trouveront cela incohérent, je peux comprendre, mais franchement, ça ne m'a pas gêné. Par contre, il y a quelques petites incohérences qui m'ont un petit peu plus gêné. Je vous prends 2 scènes, je ne vous dis pas quand est-ce que ça se passe, mais par exemple, on a un personnage qui va faire des cascades, qui va faire des chutes, qui transporte une fiole en verre et à aucun moment cette fiole ne va se casser. Preuve que c'est une incohérence, c'est pas crédible du tout. Autre incohérence, il y a des scènes d'explosion, notamment des chasseurs, des avions qui tirent des missiles et ces missiles atterrissent à quelques mètres, même pas quelques dizaines de mètres, mais quelques mètres à peine des personnages que l'on suit. Ils s'en sortent sans aucune égratignure. C'est totalement incohérent, non crédible, on est d'accord, mais encore une fois, les puristes reprocheront cela au film. Moi, franchement, ça ne m'a pas dérangé du tout dans mon plaisir de visionnage du film. C'est un blockbuster estival pour toute la famille, divertissant. Je ne cherche pas à en faire une référence du cinéma de science-fiction. Il y a des films qui sont beaucoup plus précis dans leur traitement, notamment du voyage dans le temps ou des cascades qui sont beaucoup plus cohérents, beaucoup plus réalistes. Ça n'est pas le cas de ce film. C'est un divertissement totalement assumé et j'ai apprécié, bien que voilà, je peux comprendre qu'on reproche ces quelques petites incohérences, ces quelques petits manques de crédibilité au film. Mais c'est franchement pas dérangeant, ça n'empêche pas de prendre du plaisir devant ce blockbuster qui est pour l'instant le blockbuster de ce début d'été. Il faut espérer que ceux qui sortent au cinéma soient à la hauteur de ce film en qualité. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette semaine sur la chaîne, c'est une semaine spéciale post-apocalyptique avec 5 films des années 60 à 2021. J'ai déjà abordé les 4 premiers de lundi à hier. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il y aura le dernier film post-apocalyptique de la semaine. C'est un film qui est sorti cette année en 2021. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà retrouver toutes les autres critiques ainsi que des films qui sont encore à l'affiche. Des critiques de Cruella notamment, mais aussi des films d'auteurs qui sont vraiment excellents. Je vous encourage à aller voir ces critiques. La semaine prochaine, 7 jours, 7 vidéos, une par jour, des critiques de films, des critiques de séries. En attendant, passez un bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao tout le monde, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager bien évidemment si vous le voulez. Merci à tous, ciao tout le monde.